Eh bien, bonjour. Je vais commencer par remercier Gilles Clément de m'avoir convié donc à contribuer à ce séminaire. Et je vais essayer de répondre à cette invitation au dialogue qu'il nous a adressée à partir du champ qui est le mien. Architecte de formation, après avoir contribué à la recherche architecturale et urbaine, j'ai consacré mes travaux depuis une dizaine d'années aux relations ville-paysage, ce qui m'a conduit à diriger le laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, où j'exerce actuellement. Alors, pour apporter quelques éléments de réflexion à la problématique qui nous est proposée aujourd'hui, économie et cosmologie face à l'écologie montante, et dont les deux termes donc ont été abordés lors des derniers cours de Gilles Clément et qu'il a à nouveau évoqué juste maintenant, je ferai un pas de côté par rapport au point de vue qu'il a développé du paysage en tant que reflet d'un modèle économique, pour aborder une question plus restreinte qui a été traitée dans d'autres cours, celle du paysage, qui résulte d'une démarche intentionnelle et organisée, un paysage qui résulte d'un projet. Mon propos se centrera donc sur le projet de paysage pour examiner trois ensembles de questions qui pourraient aujourd'hui davantage solliciter la recherche. L'économie du projet de paysage, l'économie dans le projet de paysage, le paysage dans l'économie du territoire, que j'aborderai à travers les modes de transport. La question du projet est aujourd'hui au cœur de la recherche qui se mène à l'École du paysage de Versailles, et elle est aussi fortement présente dans les milieux opérationnels liés à l'aménagement du territoire et à la différence des approches géographiques en aménagement, où les phénomènes humains, économiques notamment, qui produisent le territoire, sont analysés et modélisés afin d'en produire une compréhension permettant ensuite de définir une action. Le projet de paysage est une démarche qui se construit autour d'une vision et de propositions inventives quant à son devenir. Le projet est d'emblée projection et se démarque d'une approche de type analytique qui fait que le territoire est la résultante d'une somme d'actions que l'on peut éventuellement rationaliser et faire converger. C'est l'économie même de la démarche qui est en cause avec la notion de projet. C'est un premier sens de la notion d'économie que je souhaite ainsi souligner. Celle de distribution d'éléments dans un ensemble complexe et qui mérite, à mon avis, un effort de réflexivité, donc de recherche. En matière de paysage, qu'en est-il de l'économie du projet ? Peut-on établir une typologie des démarches de projet, identifier plusieurs paradigmes ? Des thèses sont actuellement en cours à l'École de paysage de Versailles, dont l'objectif est de mieux comprendre les démarches de projet de paysage et qui, pour cela, interrogent certains segments du projet, comme l'appréhension d'un site, ou certains motifs au cœur de certaines démarches, comme le camouflage, qui soulève de manière originale la question de l'intégration. Alors, il y a quelques années déjà, la revue Les Carnets du paysage, dont vous voyez un des numéros ici, avait consacré ce numéro au projet comme question vive. Trois grandes directions de réflexion avaient alors été dégagées. Le projet en tant que structure organisationnelle, le projet comme forme d'intentionnalité, et enfin, le projet comme démarche inventive. Aujourd'hui, ces trois directions me semblent toujours stimulantes, même si les différentes composantes du projet de paysage tendent de plus en plus à se diversifier dans des démarches toujours plus ouvertes à tous les acteurs de la société. C'est sur ces évolutions, dans la façon dont l'économie du projet est envisagée, que je vais m'arrêter. Les exemples que j'ai retenus cherchent aussi à montrer que ces évolutions sont liées à des positionnements en matière d'écologie.
Alors, tout d'abord, j'évoquerai un projet, le transformateur d'énergie des déchets des sols malmenés. Il s'agit d'un projet de reconversion d'une friche industrielle de 10 hectares, située en contiguïté d'un territoire agricole, dont 300 hectares de pré-marais, jouxtant le centre de la ville de Saint-Nicolas-de-Redon, en Ille-et-Vilaine. Ce projet a été initié dans le cadre des ateliers pédagogiques régionaux de l'École de paysage de Versailles, sous la direction de Marc Rumelard et de Gabriel Chauvel, à partir d'une commande passée par le Conseil général de Loire-Atlantique. Sa philosophie est celle du recyclage, de l'utilisation des déchets comme matière première, donc du fonctionnement dans un univers fini. Le transformateur ne perd rien et crée en transformant tout. Le tri des matériaux leur donne de la valeur. Tous les sols sont pris en considération. Le transformateur libère la biodiversité, comme vous le voyez sur l'image en bas à droite de la diapositive. Ce projet de reconversion passe par l'ouverture de la friche dans les pré-marais, vers les pré-marais, et une diversité d'actions qui sollicitent des compétences et des acteurs variés. Alors, vous voyez ici, il y a les éléments qui projettent cette ouverture vers les pré-marais. Aujourd'hui, le projet s'est développé et est conduit comme un chantier expérimental porté par une association. Comme on le voit sur cette diapositive, le schéma organisationnel qui concerne l'économie classique du projet, programmation, conception, réalisation, gestion, se trouve profondément modifié. La conception s'invite dans toutes les phases du projet. La réalisation expérimentale et sa gestion constituent un des ressorts du projet qui procède par itérations successives au découpage professionnel canonique de l'étude, avant-projet. Donc, vous avez ici les découpages canoniques professionnels. Donc, étude, avant-projet, projet, réalisation, maintenance. Se substitue une série de chantiers jardinage, ici, par lesquels le projet se met au point. De même, aux acteurs professionnels intervenant suivant les phases du projet. Se substitue un groupe solidaire composé tant d'experts cooptés que d'usagers. Au-delà de son intérêt propre, ce projet souligne une tendance du projet de paysage à se construire sur une mobilisation des acteurs autour d'objectifs partagés qui s'appuient sur une conscience écologique et des principes de collégialité. C'est un projet ouvert qui propose aux experts un rôle original en s'impliquant dans une démarche qu'on pourrait dire militante. Le second projet que je commenterai est celui du parc de Gerland à Lyon, dont la conception a été confiée à Michel Corajou et son agence. Et je commenterai en particulier cette partie du parc dénommée mégaforbier, donc la partie jardin-promenade. Ce terme mégaforbier désigne, alors c'est la définition, un groupement luxuriant de hautes herbes méso-hygrophiles vivant sur un sol profond et riche en terre fine. Plus prosaïquement, ce sont des plantes installées en bas des pentes créées par exemple, le versant d'un cours d'eau. Au-delà de sa définition scientifique, cette notion a été importée au parc de Gerland, qui est bordé par le Rhône, et dans ce projet, elle fait référence à la maîtrise des plantes par le travail de l'homme, agriculteur, horticulteur, maraîcher. La conception de la mégaforbier repose donc sur des principes de culture et de gestion agricole qui ont conduit à l'invention d'un outillage spécialisé réalisé par Yannick Saliot, qui est paysagiste et qui a mis au point cet outillage à partir des croquis que vous voyez ici. La démarche de projet montre ici une interaction essentielle entre paysagistes et jardiniers. On voit là, par exemple, le journal du jardinier Pascal Terrier. Cette démarche introduit la gestion au départ du projet et renoue avec la notion ancienne d'ingénium en tant que faculté
conférant une grande puissance dans le domaine de la connaissance et de l'action. Enfin, la dernière expérience de projet que je souhaite commenter pour mettre en discussion cette notion d'économie du projet concerne un projet à l'échelle d'un grand territoire. Ce projet expérimental, lui aussi, conçu au sein d'un parc naturel régional, celui du Livradois-Forêt, a été au centre d'une thèse réalisée par Alexis Pernet, paysagiste, et le projet se caractérise ici par une série d'actions qui visent à produire une connaissance du territoire en même temps qu'une mobilisation de ses habitants autour de ces évolutions possibles. Ces actions concernent des échelles différentes et des objets variés, comme on le voit sur le dessin. Donc ici, vous avez toute une série d'objets concernés par ce projet. Par exemple, améliorer l'espace public des villages, planter des pépinières, ouvrir le parcellaire agricole. J'évoquerai aussi le motif de la poirière, terme qui désigne un mode de culture traditionnel régional, un poirier palissé sur la façade d'une maison. À travers l'inventaire de ces poirières, l'objectif est de développer la conscience de la valeur botanique, sociale, voire économique, au sens de l'économie domestique, d'un tel motif à l'interface du public et du privé. L'échelle concernée par une autre action, les reconductions photographiques, est tout autre. Elle concerne la transformation des bourgs, la fermeture des paysages par le boisement ou au contraire leur ouverture. La cohérence de ces actions réside dans la médiation que constitue le projet et dans la dynamique des transformations qui s'engagent, dont l'atelier des paysages est le garant. La médiation suppose un grand nombre de rencontres, de réunions entre tous les acteurs, dont rend bien compte la page de la feuille de l'atelier des paysages que vous voyez sur la diapositive à droite, et qui est cette feuille de l'atelier des paysages qui est un instrument de liaison et de communication de cet atelier des paysages. Ces trois exemples que je viens de présenter rapidement montrent que les modalités du projet de paysage sont en évolution et que le projet non seulement s'ouvre toujours davantage à différents types d'acteurs, mais aussi qu'il redéfinit les relations entre ces acteurs en leur assignant un rôle actif dans la conception même du projet. La préoccupation écologique contribue de son côté à l'engagement des différents acteurs. La seconde idée relative à l'économie que je souhaiterais soumettre à la discussion est celle de l'art d'administrer les biens, les dépenses, donc à propos du paysage, les ressources, mais aussi les aménités. Porter notre regard vers l'aménagement des villes permet peut-être de mieux comprendre le rôle que peut jouer le projet de paysage. Alors, vous voyez ici le premier plan de système de parc pour la ville de Buffalo, élaboré en 1868 par Frederick Law Olmsted, premier architecte paysagiste américain, resté célèbre auprès du grand public pour avoir conçu Central Park à New York. L'intention de Olmsted était de projeter le futur des grandes villes américaines, ce qui signifie non seulement réserver des aires pour y créer des parcs et jardins, mais aussi des zones destinées à la fondation des futurs quartiers de la métropole, et des grands axes de circulation intégrés dans des avenues-parcs, de même que des morceaux de nature qui seraient pittoresques et qu'il convient de soustraire à la spéculation immobilière. Par ce moyen, il s'agissait de concevoir de véritables schémas directeurs qui organisaient l'expansion des villes, et ce, sur le long terme. Et le paysage y joue un rôle structurant. Il introduit un élément dans le développement des villes qui n'est plus livré aux strictes logiques économiques et fonctionnelles. En rendant la nature urbaine, les architectes du paysage, donc les paysagistes, naturalisent la ville. Les projets de parcs d'Olmsted répondent aussi, on le sait, à des objectifs écologiques. À Boston, par exemple, la création d'un système de parcs le long de la Charles River, dans les zones humides de la Back Bay et puis le long de la Muddy River, ont nécessité des systèmes d'assainissement, de drainage perfectionnés. Ce sont des projets écologiques à l'échelle de la ville. En outre, ces projets de systèmes de parcs sont, à certains égards, nourris des mythes nationaux américains, comme ceux de l'habitat dispersé et de la petite communauté,
ou de la wilderness, qui sont au fondement du désir d'habitat en contact avec la nature. Catherine Momy, qui a écrit sur le mythe de la ville nature américaine, montre tout cela très bien. Cette réflexion sur les réseaux d'espaces de nature sont aujourd'hui en France au centre des politiques publiques, des trames vertes et bleues. Ces propositions, tout comme celle d'une traversée verte, des Greenways, nourrissent des projets contemporains, comme le montre la proposition de traversée verte pour le Grand Paris qu'a proposée l'équipe Bernardo Secchi et Paola Vigano lors de la dernière consultation internationale qui a eu lieu sur ce sujet en 2009. Dans ses travaux théoriques, Paola Vigano souligne que la question du réseau vert apparaît d'abord comme une figure du projet urbanistique et seulement plus tard comme un concept fonctionnel relatif aux théories de la landscape ecology. La circulation des idées autour de ces questions, les réseaux dans lesquels elles s'insèrent, leur réception dans des contextes divers, les décalages chronologiques générés, il y a là tout un champ de recherche qui mériterait d'être davantage développé. L'image suivante illustre la Stadtlandschaft, ville-paysage allemande, telle qu'elle a été théorisée, pensée, puis construite par l'architecte urbaniste Rudolf Schwarz, auquel Panos Mandiaras a consacré sa thèse. Dans un ouvrage de 1949, De la construction de la Terre, Schwarz développe l'idée de fusion entre la ville et le paysage. C'était une idée très en vogue à l'époque parmi ses contemporains. La ville-paysage, qu'il imagine, est constituée de pôles et en même temps elle est élastique, avec des centres qui varient et une structure en rhizome. L'interprétation de la ville-paysage qu'il formule s'appuie sur la conception d'un environnement urbain de faible densité dans lequel le bâti se fond dans un environnement naturel, de manière discontinue, en grappes ou groupements organisés et structurés autour d'un réseau de transport. Les propositions théoriques sont illustrées par des séries de diagrammes très évocateurs, comme vous le voyez ici sur cette image. Cette idée de fusion de la ville et de la nature tire ses origines dans la pensée économique et géographique allemande. Il faut évoquer les travaux de von Thunen au XIXe siècle, fondés sur l'idée de maximisation du profit de la terre à partir de l'utilisation optimale des surfaces et des coûts de transport, puis ceux développés au titre de la géographie par Walter Christaller et sa théorie des lieux centraux, qui explique la taille et le nombre des villes ainsi que leur espacement sur un territoire. La ville y est définie comme un centre de distribution de biens et de services pour une population dispersée. L'idée de fusion de la ville et de la nature n'est pas exempte d'une idéologie anti-urbaine très prégnante dans l'Allemagne des années 30 et qui valorise les formes et les valeurs de la vie rurale dans la société pré-industrielle. Le schéma censé montrer par l'abstraction de la Voie lactée des lieux dont l'importance fluctue dans le temps et se déplace dans l'espace, parce que ce schéma est intitulé donc la galaxie de la ville-paysage. Ce schéma témoigne de la nécessité pour son auteur d'avoir recours à une pensée de type analogique pour développer son concept de ville-paysage, et par là même, il relie l'ordre de l'aménagement à l'ordre de l'univers. J'ai essayé de montrer ici en quoi le paysage permet d'organiser les biens et les ressources de la ville, ainsi que ses aménités. Cette préoccupation est une permanence. On la trouve aussi bien dans l'histoire que dans les projets contemporains. La troisième question que je souhaite aborder est celle du paysage dans l'économie des moyens de communication. Autrement dit, comment le paysage entre-t-il en résonance avec les moyens de transport ou les modes de transport. Dans son ouvrage consacré à l'histoire des infrastructures de transport, Marc Desportes émet l'hypothèse qu'une technique de transport impose aux voyageurs des façons de faire, des façons de sentir, des façons de se repérer. Chaque grande technique de transport recèlerait un paysage en ce qu'elle modèle une approche de l'espace traversé. C'est ce que montre l'étude du paysage de la route au XVIIIe siècle.
celui des premières automobiles puis de l'autoroute au XXe siècle. Ainsi se définissent des paysages de la technique caractérisés par les regards induits par les infrastructures. Pour la route du XVIIIe siècle, Desportes s'attache à l'attention nouvelle portée à la campagne, tant par l'ingénieur qui la cartographie que par l'observateur qui l'observe de sa chaise de poste. Sur ce dessin du XVIIIe siècle, donc, que vous voyez ici, tiré des collections de l'école des ponts et chaussées, on voit que la rectification du tracé d'une route, ici, s'inscrit dans un contexte topographique et paysager représenté par l'ingénieur, autant qu'il emprunte à un motif de l'art des jardins, l'allée plantée, qui sur cette image conduit à la Bastide. Pour l'autoroute du XXe siècle, l'étude interroge l'appréhension du monde urbain dans la vitesse sur une voie isolée de son contexte. Il s'agit donc de penser l'incidence des transports dans un cadre élargi qui intègre les aspects les plus divers de l'innovation en interaction avec la société considérée dans son ensemble. Dans le milieu des années 1960, la recherche sur le paysage a acquis une nouvelle dimension grâce aux études académiques sur la route et la mobilité. L'ouvrage « The View from the Road », écrit par Donald Appleyard, Kevin Lynch et John Mayer, traite de la perception visuelle d'un conducteur. Cet ouvrage propose de traiter les relations entre autoroute et paysage à travers une série d'items tels que les éléments d'attention, le sens du mouvement, l'orientation, les formes séquentielles. Il vise à définir un nouveau langage pour décrire les séquences visuelles depuis l'autoroute, comme on le voit en bas à gauche de la diapositive, donc ici. Le livre se veut un outil pratique destiné à des ingénieurs civils. C'est pourquoi les derniers chapitres sont consacrés à l'analyse d'impact d'une autoroute à Boston et au projet d'un nouveau tracé. Dans le chapitre 2, les auteurs discutent les techniques d'enregistrement, d'analyse et de communication de la perception depuis la route. Le chapitre est consacré plus particulièrement à l'enregistrement des séquences visuelles dans leurs dimensions subjectives et objectives. Il plaide pour un outil comparable à la notation en musique ou au dessin en architecture. Plusieurs formes de simulation dynamique sont alors examinées et les auteurs mettent l'accent sur la communication. Pour eux, il convient d'aller vers des images-mouvements qui enregistrent les séquences dans une forme stable, pouvant être montrées à un large groupe, donc pouvant être débattues publiquement. Ces photogrammes qui enregistrent ou simulent la perception en mouvement sont devenus des formes de représentation canoniques. Et les dessins, sur cette partie droite de la diapositive, ces dessins qui sont de Claire Lobby, paysagiste, qui ont été réalisés quelques 30 ans plus tard, témoignent du caractère canonique de ce mode de représentation. Pour finir, je voudrais souligner avec ce schéma du tracé du métro du Grand Paris, tel qu'il a été projeté depuis 2009, combien la dimension paysagère du mode de transport est absente. Les logiques fonctionnelles et économiques dominent. La desserte des territoires, la valorisation du foncier généré, le développement économique afférent sont les facteurs principaux qui président aux solutions préconisées. Donc, à mon sens, il y aurait là aussi un travail de recherche à envisager sur la dimension paysagère des modes de transport. En examinant les trois ensembles de questions qui interrogent les rapports de l'économie et du projet tels que je viens de le faire, on voit bien que la dimension économique est nécessairement combinée à d'autres dimensions et que l'invitation de Gilles Clément à nous saisir de cette question dans ses relations à la cosmologie et face aux enjeux de l'écologie nous place avec raison d'emblée face à une complexité qu'il s'agit non pas de simplifier, mais au contraire d'éclairer. Sur ces questions, il existe une recherche vivante, comme j'ai essayé de le montrer, qui cherche à donner des clés de compréhension de la production actuelle en essayant d'en faire ressortir les enjeux. Elle met en perspective les problématiques actuelles et les choix faits par les concepteurs. Elle les confronte, ces choix, aux théories et pratiques du passé, amenant
à considérer autrement les situations contemporaines. Cette recherche, dans ses rapports à l'expérimentation, cherche aussi à assurer une dimension prospective, comme on l'a vu avec les premiers projets que j'ai commentés et qui avaient un caractère franchement expérimental. Voilà, je vous remercie de votre attention.